Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre dernier webinaire cette année qui a été rendu possible grâce à Astellas, notre présentateur officiel, de même que nos partenaires Janssen ainsi que l'Association des urologues du Québec. Merci évidemment à tous les participants en ligne et au kinésiologue Denis Jolicoeur d'avoir accepté notre invitation. Ce qu'il faut dire ici, c'est que Denis compte plus de 30 ans à son actif et au cours des dernières années, il aura été consulté par plus de 3000 personnes atteintes du cancer. Alors, disons que ça va être un webinaire passablement intéressant. Quelques rappels avant de commencer. Évidemment, vous pouvez soumettre vos questions en utilisant le bouton « Poser vos questions ». Elles seront lues là, au cours de la période de questions. Puis, bien sûr, on apprécierait que les questions soient brèves. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, eh bien, Procure est le seul organisme de bienfaisance entièrement dédié au cancer de la prostate au Québec par la recherche, la sensibilisation et l'information et le soutien auprès des hommes qui sont touchés par cette maladie, de même que leurs proches. Alors, encore une fois, merci de vous joindre à nous. On a une bonne présentation. Ça va être une grosse présentation. Donc, on va débuter immédiatement. Alors, je cède la parole à Denis. Merci beaucoup, Denis. C'est à toi. Merci, Marie-Christine. Merci de l'opportunité. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation. Voici le résumé de la présentation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un kinésiologue? On va parler aussi de la charge émotionnelle. C'est quoi du stress? Puis, c'est quoi le lien entre l'activité physique et le stress? On va parler un peu de la posture, de la respiration. Et en finissant, on commence par où? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Combien et quand? Avant de continuer, chose à déclarer, je travaille également, j'ai plusieurs clients, je travaille également pour le Centre Action 50+ à Laval. C'est un centre socio-culturel et sportif dédié aux personnes de 50 ans et plus. Je travaille également à la Fondation québécoise du cancer et, naturellement, je ne vous le cacherai pas, j'aime beaucoup l'activité physique. Donc, comme on dit toujours, veuillez consulter votre médecin avant d'entreprendre un programme d'activité physique. Si vous avez certains doutes, n'hésitez pas avant de consulter un kinésiologue. Mise en garde numéro 2. Les propos du présentateur peuvent choquer. Nous préférons vous en avertir. Je mets toujours cette diapo parce que ça se peut que je marche sur les orteils de certaines personnes dans la façon que je peux le dire aussi, mais je vais faire attention. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un kinésiologue? C'est un professionnel de la santé qui utilise le mouvement et l'activité physique pour la prévention de traitement et performance. Dans le cas qui nous concerne, c'est beaucoup plus quelque chose comme gestion de notre niveau d'énergie. Quoi faire? Comment le faire? Dans quelles circonstances? Les kinésiologues, on a une formation universitaire, au minimum un baccalauréat, ce qui nous distingue de beaucoup d'intervenants. Il y aura un texte explicatif sur le site de Procure à ce sujet. Dans votre région, si vous voulez consulter un kinésiologue, parce que, par exemple, moi, je suis dans la région de Montréal, mais ailleurs au Québec, vous pouvez aller sur le site web de la Fédération, donc kinésiologue.com. On a eu un annuaire et tous les kinésiologues accrédités sont répertoriés et vous voyez, à ce moment-là, vous pouvez mettre des déterminants de recherche, donc avec la mention oncologie ou cancer, et puis vous allez voir les gens qui sont spécialisés dans le domaine. Parlons de la charge émotionnelle. On a tous passé par là, l'annonce du diagnostic. Hein, c'est frappant, on a l'image de la personne qui tombe sur le dos. Après ça, il y a l'attente des résultats. Hein, on passe des tests, on attend. Ah, ben on fait un test, puis là, tu attends le résultat. Des fois, ça peut être long, puis de toute façon, quand on attend, c'est toujours long. Il y a ce qu'on appelle le brouillard cérébral, la perte de mémoire, chemo brain, chemo fog, on l'appelle de toutes sortes de façons. On met ça souvent sur le dos de la médication. Donc, c'est les gens qui ont eu de la chimiothérapie, ils ont comme, j'oublie mes choses, j'oublie des choses banales.
Puis on s'est rendu compte que même les personnes qui n'ont pas eu de chimiothérapie ont ces pertes de mémoire, ce brouillard cérébral. Alors, on s'est rendu compte, dans les recherches, ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est la charge émotionnelle qui est intense. Imaginez qu'on a vécu une peine d'amour, on a un deuil, et ainsi de suite, toutes sortes de situations peu banales. On perd notre mémoire, on perd notre goût de vivre, on est fatigué, on perd l'appétit. Mais on a à l'opposé des gens qui ont une rage de vivre. Ça fait que là, ils se disent, hey, là, ça y est, c'est décidé, j'embarque. On en parle un peu plus loin. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter un psychologue. C'est extrêmement important de s'entourer d'une équipe multidisciplinaire. Infirmière pivot, oncologue, radio-oncologue, psychologue, nutritionniste, kinésiologue. Le plus de ressources possibles va vous aider. Bon, c'est quoi du stress? Ça pousse pas, ça se promène pas partout. Avant que j'aille plus loin, la spécialiste du stress, c'est Sonia Lupien. Elle est drôle, elle est extraordinaire, elle est compétente. Allez consulter son site sonialupien.com, elle est fameuse. Je vais simplifier ce qu'est le stress. C'est une réaction qui nous place sous tension, dans le but de réagir face à une situation difficile, que ce soit une perception ou que ce soit réel. Sauf que l'ampleur du stress va dépendre de l'évaluation qu'on fait de la situation. Certaines personnes vont réagir différemment face à la même situation. Mais dans le cas qui nous concerne ici, là, on se rend compte qu'il s'agit énormément d'inquiétude. On est inquiet, on ne sait pas ce qui va arriver. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des confidences. Vraiment inquiets, là. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Font de l'insomnie, on en parle un peu plus loin. Mais parce que scénario catastrophe qui s'en vient, on se pose une multitude de questions. On n'a pas le contrôle de la situation. C'est bien certain, on dépend du médecin, ça dépend de ce qu'il va nous dire, puis le choix de traitement, un paquet d'affaires. Tout ça, ça nous place dans une situation souvent intenable. Puis les choses qui peuvent favoriser l'apparition du stress, ça c'est en général, dans la vie de tous les jours, la perte de contrôle, comme on vient d'en parler, la nouveauté. Quelque chose qui est imprévisible. Imaginez que vous faites face à, justement, à l'annonce du cancer, bien, c'est là qu'on dit « Oh, je viens de perdre le contrôle, c'est nouveau pour moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. » La menace de l'ego, l'anticipation de conséquences négatives. C'est là que les scénarios, ça tourne dans notre tête, c'est fou. Puis là, plus les scénarios se construisent, plus c'est ambigu. Là, on se demande ce qui va arriver. Bon, j'ai assez parlé de tout ça, je vais parler de ma spécialité, l'activité physique dans tout ça. Parce que quand j'ai parlé à certaines personnes que j'allais discuter de la gestion du stress et l'activité physique, ils m'ont dit, c'est quoi le lien? Laissez-moi vous expliquer. Quand on parle de composantes d'une bonne hygiène de vie, on entend souvent parler, là, Pierre Lavoie est extraordinaire là-dedans, quand il parle d'une bonne hygiène de vie, des saines habitudes de vie, j'ai fait un acronyme que j'appelle le MASO. Donc, mobilité, alimentation, sommeil et organisation. On va les regarder un à un. Quand on parle de mobilité, êtes-vous adepte de déplacement actif? Je parle pas... Écoutez, j'ai vu souvent des patients qui venaient de l'Abitibi, là où tout est loin de leur maison. Ils prenaient l'auto pour aller à l'épicerie, l'auto pour aller au dépanneur, l'auto pour le magasin, et ainsi de suite. Quand ils arrivaient à Montréal,
ben là, il était rendu à être obligé de faire des déplacements actifs. Il se déplaçait dans le métro, en autobus, à pied. Puis il y en a même qui disaient « Hey, j'ai perdu du poids, je ne sais pas comment ça se fait. » Là, il pensait que c'était des traitements pour le cancer. Mais non, il était plus actif. Est-ce que vous bougez souvent dans la vie de tous les jours? À ce sujet, mes parents, c'est drôle un peu, m'appelaient le mouvement perpétuel. C'est-à-dire que je bougeais toujours. C'est plus fort que moi. Sans être hyperactif, j'avais besoin de bouger. Mais dans la vie de tous les jours, il faut se promener, il faut bouger. J'ai été chargé de cours à l'université pendant plusieurs années, et au département où j'ai étudié. Et puis, après 45 minutes, je leur disais, OK, on se lève, allez boire de l'eau et vous reviendrez, au lieu de rester 1h30, 2 heures assis, puis attendre la pause, ou ce qu'on me demandait souvent, écourter le cours, prendre 2h30 au lieu de 3 heures, puis avec des pauses, puis on part plus de bonne heure. Non, 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 il n'y en a pas question. Il y a les endocrinologues qui ont développé l'expression NEAT, qui est Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est quoi ça? C'est en fait, c'est brûler du gaz en faisant toutes sortes de choses sauf les activités sportives. Ça fait drôle à dire que ça vienne d'un kinésiologue de dire c'est pas nécessaire de faire du sport, de l'activité physique, mais bouge, parce qu'en bout de ligne, on dépense. Pensez à mon exemple de l'Abitibi. La personne, elle va finir par vider son réservoir d'essence tout au long de la semaine à faire des petits déplacements. Mais c'est la même chose pour notre corps. Voici, j'ai mis un graphique. Si vous regardez, le bleu, c'est ce qu'ils appelle le NEAT, et le rouge, assuré, c'est du sport. Donc, si on prend l'exemple de quelqu'un qui travaille 9 à 5 tous les jours, travail sédentaire, assis à l'ordinateur, et puis qui va quand même au gym 3 fois par semaine, 1 heure, elliptique, tapis roulant, nomme-le, musculation, tout ça, bien, la personne qui va avoir été active tout au long de la semaine va dépenser plus d'énergie que cette personne-là qui est allée au gym 3 fois par semaine. C'est fou. C'est fou. Bon, mais quand tu as été sédentaire, il faut quand même bouger, là, mais il y a des trucs aussi, se lever sur l'heure du dîner, à la pause, et ainsi de suite. On jase, là, je vous laisse lire. C'est un commentaire que j'ai eu de plusieurs personnes. Ben oui, mais je vais avoir l'air de quoi, moi, là, si je vais sur le tapis roulant, je ne vais pas vite. Ah, tu vas quand même être plus vite que les autres qui restent assis sur leur divan. À ce sujet, j'ai une expression, je les appelle les divanologues. Ceux qui restent assis sur leur divan, tu sais. J'ai eu aussi le commentaire des gens, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Je marche, puis là, le monde marche plus vite que moi. Ben oui, puis au moins, tu vas être plus vite que les autres qui sont restés assis. Quand on parle d'alimentation maintenant, il faut faire les bons choix, des aliments de qualité. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, « Ouais, je mange des chips juste 1 fois par semaine. » Ah ouais. J'ai dit, c'est qui fait l'épicerie chez vous? Ben, c'est moi. Ah, OK. Je n'ai pas besoin d'en ajouter. Les quantités adéquates, c'est beau faire l'exercice, tout ça, mais les portions, hein, il faut faire attention. J'ai souvent entendu l'expression « Ah, la bière fait engraisser ». Écoute, il n'y a pas un aliment qui va faire engraisser. Ça dépend de la quantité. Si vous prenez une bière ou d'autres consommations, ou nomme-le, il faut l'inclure dans le total quotidien. C'est sûr que si on mange, un exemple, je dis n'importe quoi, 2000 calories, et puis on prend une bière, ben c'est 2200. Il y en a qui prennent des médicaments, par exemple le dexaméthasone, le décadron. Hey, avec ce médicament-là, le frigidaire te parle. Tu passes à côté du frigidaire, il siffle après toi pour que tu ailles l'ouvrir. C'est réel. Fait que quand on le sait à l'avance, ben, il faut faire attention.
Puis il n'y a pas juste ce médicament-là là, qui augmente l'appétit. Nuance avec il ne fait pas engraisser, il augmente l'appétit. Ça veut dire qu'il te fait manger plus. Attention. Si vous avez d'autres questions, voyez un nutritionniste. Eux autres, ils aiment ça, de la nourriture. Moi, j'aime mieux l'activité physique. On jase. Écoute, tellement de fois, chaque semaine, les gens disent « Je veux commencer à faire de l'exercice pour perdre du poids. » Je leur dis « Ça se passe en cuisine, ça. » Ah, t'es plate, hein? Ouais, c'est parce que l'alimentation va changer votre poids, puis l'activité physique va changer votre corps. J'ai travaillé longtemps pour une clinique médicale pour des gens qui voulaient perdre du poids, puis c'était la procédure qu'on prenait. C'est important quand on veut perdre du poids, de faire de la musculation pour ne pas perdre trop de masse musculaire. Il faut les deux ensemble, mais il faut ajuster l'alimentation naturellement. Le sommeil. En quantité suffisante. Et ça, on a-tu de la misère avec ça? Surtout, là, je vais choquer du monde, la catastrophe qui s'appelle la retraite. C'est toujours samedi. Samedi de me coucher tard, samedi de me lever tard, samedi de faire toutes sortes de choses. C'est bien le fun les 2 premiers mois. Après ça, imaginez les enfants là, qui sont en vacances l'été. À un moment donné, là, au bout de 3 semaines, ils ne tiennent pas en place. Ben non, ils n'ont plus leur routine. Puis ils se sont couchés tard, ils sont levés tard, ils sont marabouts. Quand on garde une routine, on risque d'avoir une quantité suffisante de sommeil. J'arrête un instant. N'oubliez pas, si vous avez des questions là, qui vous trottent en tête, posez-les maintenant, on répond à la fin. Qualité du sommeil. C'est sûr, quand ça spin, là, hein, on pense, juste au moment d'aller au lit, bien, c'est sûr que le sommeil va être assez perturbé. Là. Il faut nettoyer tout ça avant d'aller au lit. J'ai rien inventé dans tout ce que je vous dis, là. Mais on met tout ça en perspective. C'est super important, là, le sommeil. Il se passe un paquet d'affaires. Puis là, je ne vous ai pas mentionné comment procéder avant d'aller se coucher, là. Mais si vous avez un problème avec un problème de sommeil quelconque, consultez un médecin ou un psychologue. Dans les 2 cas, ça peut vraiment vous aider. Et il y a Pierre Maillé, un pneumologue que je connais bien, de l'Hôtel Dieu, maintenant le CHUM, qui a écrit un livre, « Dormir, le sommeil à raconter », super intéressant comme document. Oh, on jase, là. Ben oui, c'est pas en se couchant à minuit, 1h du matin qu'on va être capable d'avoir l'air de bonne humeur à 6h30, 7h le matin, tu sais. Ah, une fois ou deux de temps en temps, mais en plus, avec les traitements et tout ça, je suis pas sûr, pas sûr. Et le dernier de mon acronyme MASO, un petit clin d'œil à Maslow, organisation. Ça prend un agenda. Ça a l'air bête, là. Écoute bien, je suis à la retraite, là, tu penses-tu? Attention, les gens qui ont un agenda à la retraite ou quand ils sont en congé de maladie, c'est eux autres sont organisés. Puis ils n'oublient rien. Ils ont une routine. La routine, c'est pas plate. La routine, c'est ça qui nous évite d'oublier les choses. Puis, naturellement, on se le fait dire souvent, l'activité physique, si tu l'as inclus dans ton agenda, c'est un rendez-vous. À ce sujet, je veux citer en exemple les gens que je vois au Centre Action à Laval. Ils s'inscrivent dans des cours en groupe à une heure fixe. C'est pas pour tout le monde, ça, les cours en groupe. Il y en a, là, quand ils se retrouvent en gang, ils aiment moins ça. Mais par contre, c'est un rendez-vous, tu n'as pas le choix de te payer pour les cours. Il y en a d'autres qui aiment mieux la salle d'entraînement. Mais là, il y en a, à 9h40, sont là, 3 fois par semaine, 9h40. Il y en a d'autres, c'est midi et demi. C'est dans leur routine. On n'est pas dans le « il faudrait bien que ». Ah, il faut que je commence. Ah, là, il faut que je commence. Ah, il faudrait bien. Fait que là, si vous n'avez pas organisé votre routine, bien là, on tombe dans le « il faudrait bien que ».
Je me faisais poser la question encore la semaine passée. Je sais que c'est bon l'activité physique, mais qu'est-ce que je devrais faire? Bien, ça. Pour éviter, là, il faudrait bien que. C'est tellement important. Oh, on jase, là. Il y a plein de gens, on approche le mois de janvier, ben oui, déjà, le Noël s'en vient, là. Vous faites vos cadeaux, attendez pas au 24. En janvier, les gyms sont pleins. Ça déborde. Ben, c'est parce que les gens sont motivés. Là, c'est décidé, là, je commence. Mais ils oublient la routine, d'en faire comme une habitude. C'est la motivation qui te fait commencer, mais c'est l'habitude qui te fait continuer. Fait que quand c'est décidé, il faut le faire pour les bonnes raisons. Tu sais, quand je parlais de c'est pour perdre du poids, mais là, si vous ne changez rien, rien ne va changer. Fait que si vous ne changez pas votre alimentation, vos habitudes de vie, puis là, tu te mets à faire de l'exercice, ça va finir comme j'ai entendu des centaines de fois dire ben, j'ai essayé de faire de l'exercice, puis ça n'a rien donné. Ça dépend pour quelle raison tu l'as fait. Si vous faites du tapis roulant, par exemple, puis vous regardez sur l'écran, au bout de 20 minutes, hey, j'ai dépensé 52 calories. Ouh! Wow! Hey, vous allez déprimer, vous allez arrêter ça tout de suite. Fait qu'il ne faut pas faire ça pour ça. Il faut faire ça pour le bien-être que ça procure. Sans faire jeu de mots. Hein. Fait que la quantité et l'intensité, c'est important. Plus souvent, moins longtemps. N'oubliez pas ça, pour ça je l'ai mis en gras. Plus souvent, moins longtemps. Moi, quand je sors mon chien 3 fois par jour, 15 minutes, il est content 3 fois. Quand je le sors une fois, 45 minutes, il est content une fois. Notre corps, lui, il va être content 3 fois si on y va de 15 minutes chaque fois. Oubliez, plus souvent, moins longtemps. Surtout quand je parlais de tantôt, là, un kinésiologue va vous aider à gérer votre énergie. Bien, ça, c'est un exemple de savoir gérer son énergie. Si vous partez, là, il fait beau, ça, j'en ai vu de ça. Vous connaissez peut-être le chemin Homestead, le chemin des Calèches au Mont-Royal. Bien là, il fait beau. C'est beau, les petits oiseaux, ils chantent. Puis, hein, on part 2h30, toi. On marche 2h30 en montagne, ça va bien. Ben ouais, donc, on a pour 3-4 jours à s'en remettre. Fatigué. C'était peut-être le fun sur le coup, mais c'était peut-être pas la meilleure façon. Hein? On jase, là. C'est pas pire, hein? Je n'ai assez dit. Hein? Des fois, j'arrive avec un petit pot de pilules, puis je dis ça, les pilules qui sont dans le petit pot, là, ça vous donne tous les bienfaits que l'activité physique peut vous procurer. Mais ça coûterait très cher. Mais il n'y aurait pas l'effet secondaire qui est d'avoir du plaisir. Parce que oui, ça peut être vraiment plaisant de faire de l'exercice. Il faut savoir quoi faire. Donc, comment y arriver? Parce que c'est ça, tout le monde le sait. Je pense qu'il n'y a pas personne au Québec qui pense que l'activité physique, c'est bof, c'est pas nécessaire. On le sait que c'est bon. Mais il ne faut pas faire des changements drastiques. Des changements drastiques, c'est jamais bon. C'est pas durable. On veut... Tu sais, quand ça fait X nombre d'années que vous avez certaines habitudes de vie, tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain. On fait un petit changement, on est capable de garder ce changement-là pendant 2 semaines, bien, on fait un autre petit changement, et ainsi de suite. Puis c'est comme ça, il faut être patient. Fait que des petits changements en bout de ligne, ça fait des grosses différences. Ça a l'air simple, bien c'est parce que c'est simple. Là, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. J'étais en vacances avec la famille en Caroline du Nord, à la plage, et puis à notre retour, on était dans les petites rues, et puis on a vu ça. Fait que là, j'ai pensé à ça. Chérie, as-tu sorti le chien? Regardez bien ça. Là, ça, c'est moi qui conduis, mais c'est pas moi qui filme. Hein? C'est mon épouse à côté. Alors, regardez ça. Savoureux, hein?
Merveilleux. Et le monsieur, il sort le chien. Ben, ça fait que là, sa femme, elle a dit, « Chérie, as-tu sorti le chien? » « Ben oui! Ben oui, j'ai sorti le chien. » Tu sais. Sérieux? Écoute, si c'est bon pour le chien, ça doit être bon pour monsieur, hein? Mais pas tout à fait de cette façon-là. Bon, il faut arrêter de se mentir. Si on avait dit tantôt, c'est décidé, j'embarque, j'y vais, bon, cet été, je vais aller en vélo 5 fois par semaine. Ou bien, j'ai décidé de marcher 30 minutes par jour à partir de demain. OK. Ah ouais? OK. À quel point c'est bon pour vous? Bien, c'est sûr que c'est bon, Denis. Voyons donc, 10 sur 10. OK. Est-ce que j'ai le goût? Ben, ouais. Est-ce que je vais avoir l'énergie pour faire ça? Pas sûr. Moitié? Ben, à quel point c'est susceptible d'arriver, alors? Ouais, hein? Donc, on va regarder, on va peaufiner l'objectif. C'était peut-être exagérément. C'était peut-être trop, hein? Donc, on peut peut-être y aller à 2 fois pour le vélo ou 3 fois pour la marche. Là, on ne sera pas placé devant l'échec. Simple, vous allez dire. Ben oui, c'est simple. Fait que la solution, on commence doucement, comme j'ai dit tantôt. L'activité de la vie quotidienne. Si vous avez une maison, quand on bouge alentour de la maison, il y a tout le temps quelque chose à faire, tu sais. C'est une bonne façon. On trouve des activités plaisantes avec un ou deux amis. C'est en groupe. Certaines personnes vont aimer ça en groupe. Si vous faites du covoiturage, par exemple, je m'en vais te chercher. Fait que là, tu ne peux pas dire, ben là, excuse Maurice, ça ne me tente pas aujourd'hui. Maurice, il est là, il t'attend. Vous voyez, c'est un exemple. Fait qu'oubliez pas que tout ce qu'on fait compte. Comme tantôt quand je parlais du NEAT, fais ce que tu peux, mais fais-le. Bon, et maintenant, on va parler de la posture. Trop souvent, on se rend compte... OK, je recommence. Les gens me disent, « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est que même quand on vieillit. » Non. Mon voisin a 84 ans, il a eu 5 pontages. Il va courir tous les jours. Il va dans le Trek Fit faire des exercices. Il va faire son épicerie en vélo. Il bouge tout le temps. Puis, il n'y a pas une posture comme ça. Alors, il faut prendre le temps. C'est très important. Vous voyez la nouvelle génération, puis là, je vais fâcher les plus vieux. Les plus vieux sont, j'en vois beaucoup, ils disent, ouais, regarde les jeunes avec leur téléphone, ils textent, puis ils sont tous à manger de même. Je dis, ben oui, ils ont tous l'air des crevettes, mais regardez, quand tu tiens un livre, tu as l'air de quoi? Pareil. Ou en mangeant. Hey, il faut avoir une posture fière. Vous avez peut-être vu ça sur le web. Des ajusteurs, des shoulder brace en anglais, qui appellent pour replacer les épaules. Qu'est-ce qui va arriver là, si c'est de la magie? Qu'est-ce qui va arriver si vous l'enlevez? Si, voyons donc. Ah, comme ça, ça replace. Tu enlèves le harnais, si tu veux, là. Ça retombe. C'est juste question d'y penser. Hein? Donc, comme je disais tantôt, ça prend une posture fière. À ce sujet, là, tantôt, j'ai une petite vidéo que j'ai préparée pour vous, là, pour certains exercices, puis un petit test en même temps. Il faut prendre conscience des muscles qui sont impliqués dans la posture. C'est pas juste de se tenir le corps raide, les oreilles molles, c'est pas ça. C'est... il n'y a pas de tension quand on est droit. On a les épaules au-dessus des hanches, les oreilles vis-à-vis les épaules. Puis les muscles du dos, les muscles entre les omoplates. La posture à l'ordinateur, si vous avez, je pense que, je ne sais pas le chiffre exact, mais je pense que c'est 80% des gens qui achètent un ordinateur maintenant, c'est des ordinateurs portatifs.
Et puis, de plus en plus, c'est les iPads qui se vendent. Bien, c'est justement, si je me place de côté, vous allez comprendre, tout le monde est comme ça. Ils regardent leur tablette comme ça. Hey, c'est pesant une tête. Fait qu'il faut que tu aies une tête sur tes épaules. On envoie ça là, à la bonne place. À ce sujet, à ce moment-là, quand vous avez un ordinateur portatif, vous pouvez le surélever et puis vous pouvez avoir un écran supplémentaire qui est plus grand. Vous pouvez prendre une souris supplémentaire, un trackpad supplémentaire si vous avez un Mac, un clavier supplémentaire. Tout ça, c'est pas très cher. Si vous avez l'argent, vous achetez un ordinateur, vous avez 10 $ à dépenser pour un clavier supplémentaire pour être droit, tu sais. Et puis, comme je disais tantôt, pour lire. Hein? Donc, on va regarder la vidéo après ceci. On va faire un petit test. Je vais vous montrer sur la vidéo un petit test pour lorsqu'on est debout. Et un exercice à faire. Le recul de la tête, la serviette, puis des push-ups sur les coudes. Bon, et maintenant, un petit test pour vérifier l'état de votre posture. Quand on a une belle posture, on devrait avoir les paumes face au côté des cuisses. Quand on a une mauvaise posture, quand on a les épaules roulées, la tête projetée, on est un peu trop comme ceci. Je fais de côté, vous voyez, mes paumes sont sur le côté. Sinon, je suis un peu trop comme ceci, donc mes paumes sont en avant. Maintenant, un petit truc pour tester votre posture également. On prend une serviette, une bande élastique, un bâton. On prend derrière les fesses, comme ceci, et on tire et on dégage les épaules. On voit automatiquement que si je laisse tomber la serviette, mes paumes sont à la bonne place. Autre exercice aussi, le recul de tête. On veut reculer la tête et non pas lever la tête puis regarder en haut, mais plutôt juste reculer la tête. Imaginez, même si vous n'avez pas de lunettes, imaginez que vous gardez les bras de lunettes à l'horizontale, donc on recule. Surtout quand on a passé beaucoup de temps à l'ordinateur, on recule. 3 fois 10 secondes, c'est suffisant. Et un dernier exercice, vous placez les pieds décollés du mur, environ un soulier de distance. Vous appuyez le bas du dos, les omoplates, la tête, de la même façon que je viens d'expliquer, les coudes, et puis on pousse sur le mur. La seule partie du corps qui va toucher au mur, ce sont les coudes, le derrière des coudes. Et puis après ça, les paumes vers le haut, ouvre, puis on sent que on sent la musculature autour des omoplates se contracter. On revient doucement, relâcher. C'est un exercice extraordinaire pour améliorer justement la posture. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre la posture. Donc, c'est à faire régulièrement, ça. Lorsque vous marchez, l'orientation des paumes sur le côté, hein, et non pas vers l'avant, comme j'ai démontré. Et puis, c'est pas nécessairement un exercice avec la serviette dans le dos, mais c'est pour vous faire prendre conscience des muscles qui sont impliqués dans la posture. Le recul de tête, par contre, c'est à faire souvent. Vous voyez, vous pouvez le faire assis sur la chaise, tout simplement comme ceci, et non pas comme ça. On ne regarde pas les petits oiseaux. Là. On juste recule comme ça, on regarde en avant, les bras de lunettes à l'horizontale. Les push-ups sur coude, c'est mon exercice vraiment préféré pour améliorer la posture parce qu'on implique les muscles du haut du dos, entre les scapulas, les omoplates, les deltoïdes, tout est impliqué. C'est vraiment mon exercice préféré. Il y en a d'autres, là. Et bon. Et maintenant, pourquoi je vous ai parlé de la posture et puis maintenant de la respiration? C'est que si on veut avoir une respiration, quand on veut respirer de façon à l'aise, ben ça prend une belle posture. Si on est recroquevillé sur nous-mêmes, ben c'est difficile de respirer. On n'a pas besoin d'y penser. C'est comme la digestion, notre cœur qui bat et ainsi de suite, dans les fonctions vitales de notre corps. Mais c'est drôle à dire, mais l'expression « on oublie de respirer », dans le sens que
on est concentré sur une tâche quelconque, puis là, à un moment donné, ce qu'on appelle des petits respires, des petites respirations, puis là, tout d'un coup, une grande inspiration comme ça, un grand soupir. Ça arrive souvent quand on oublie de prendre le temps de respirer. C'est un peu comme si on était en crise de panique. Tu sais, quand tu es en crise de panique, là, ça respire n'importe comment. La respiration abdominale, en tant que telle, ça le dit par son nom, de respirer par le ventre. Donc, quand on inspire, le ventre gonfle. C'est pas la poitrine, c'est juste le ventre. Puis quand on expire, le ventre dégonfle. Il faut imaginer que c'est un ballon. Notre ventre est comme un ballon. Donc, on le gonfle, on inspire, on expire. Doucement. Un petit exercice que vous pouvez faire, ça fait bizarre, mais vous pincez le bout du nez, puis vous inspirez par le nez, gonfle le ventre, une main sur le ventre, vous allez le sentir, et vous expirez par le nez également. De là, l'expression « respire par le nez ». Tu sais, quand on est un peu sur le nerf, un peu nerveux, respire par le nez. Il y a une autre façon que j'aime bien aussi, j'utilise dans mes cours, prendre un mouchoir qu'on place juste au-dessus de devant notre visage, et puis on expire, voilà, comme ceci, là. On expire doucement, le mouchoir bouge constamment. Donc, on a repris le contrôle de notre respiration. Un autre, qui est beaucoup plus une image, là, imaginez une bougie, vous voulez expirer tout l'air de vos poumons en soufflant sur la bougie, sur la flamme de la bougie, sans que celle-ci s'éteigne. Ça veut dire qu'on expire vraiment doucement. Et puis, n'oubliez pas que notre corps s'adapte à ce qu'on lui fait vivre. Hein? Si on diminue les activités physiques, on diminue la masse musculaire. Puis, n'oubliez pas aussitôt qu'à partir de 30-35 ans, on commence à perdre de la masse musculaire. C'est qu'il faut agir. Il y a bien des gens qui vont faire, il faut que je fasse du cardio. La musculation, c'est important. Très important. N'oubliez pas, hein, je vous en ai parlé tantôt, plus souvent, moins longtemps, surtout quand on n'a pas beaucoup d'énergie, plus souvent, moins longtemps. Puis, je veux juste revenir sur quelque chose dont j'ai parlé tantôt, parce que souvent, les gens disent « Je sais que c'est bon l'exercice, mais ça ne me tente pas. » OK, bien, trouvez l'activité qui vous plaît avec des gens avec qui vous avez des affinités. Tu sais, on n'écoute pas de la musique qu'on n'aime pas. Alors, on ne va pas faire des exercices qu'on n'aime pas. Ça ne durera pas. On ne pourra pas continuer. Donc, comme je disais, activité plaisante, progressivement, plus souvent, moins longtemps, puis il faut laisser de l'énergie dans le réservoir. On ne se vide pas. Comme mon exemple d'aller au Mont-Royal pendant 3 heures, 4 heures de temps, 3 jours à s'en remettre. T'sais. Il faut que ce soit plaisant. Puis, n'oubliez pas, si c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour votre prostate, ben oui, parce que le cancer déteste l'exercice. Donc, période de questions? Bon, alors, rebonjour. On va ouvrir maintenant la période de questions. Moi, j'aimerais qu'on revienne, Denis, sur la notion, parce qu'on a parlé d'exercice. On sait que l'exercice, en quelque part, là, va faire en sorte que tu vas évacuer la majorité du temps là, beaucoup de stress et tu ne brûleras pas juste de l'énergie, du gaz ou des calories. Mais en même temps, ça va activer tes endorphines, puis tu vas évacuer à ce moment-là du stress.
Mais pour les patients qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés, j'aimerais ça qu'on revienne sur la notion d'avoir une bonne posture et puis d'avoir une bonne respiration. S'ils avaient un point de départ, là, juste là, essayer de commencer, parce que tu l'as mentionné, les habitudes sont difficiles à changer. Si on avait un point de départ pour les motiver, mais en même temps essayer justement d'évacuer le stress ou d'évacuer l'anxiété qui vient avec la maladie, évidemment, et tous ces tentacules, là, traitement après traitement, etc. Comment tu le positionnerais? Posture, respiration, est-ce que tu dirais c'est un point de départ, go, on y va, essayez-le tous les jours? C'est quoi le rôle que ça joue? Oui. Bon, comme je parlais, la posture va nous amener une respiration plus facile. Ça va être beaucoup plus facile que si on est tout replié sur nous. Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. Que l'on soit en train de préparer le repas, il faut y penser. Surtout quand ça fait X nombre d'années, des décennies même, qu'on a une posture plus ou moins bonne. Il y a toutes sortes de gadgets qui se vendent tellement que c'est important la posture. Tout récemment, il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu un nouveau gadget qui se vend. C'est comme une petite pastille, à peu près, je dirais gros comme ceci, que les gens se placent entre les omoplates. Et puis, c'est un bidule électronique, ça coûte 60$. Et puis, si on a le dos rond, c'est bip, 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 oups, on se replace. On n'a pas besoin d'un bidule. Faut y penser. Pour ça que quand je parlais des paumes, déplacer. Comme je disais, ça va amener une respiration plus fluide, d'être bien positionné. Donc, par où commencer? Moi, je commencerais par ça. Et puis, une fois qu'on est assis à l'ordinateur ou devant la télévision, si on est déjà habitué à bien se placer, bien, on part marcher, puis on marche, on ne regarde pas à terre, bien, un peu plus loin. Donc, on conserve cette posture-là en marchant. Puis vous allez voir, après, là, ça va venir d'emblée. J'espère que je réponds à la question assez bien, de façon pas trop floue. Ben, en fait, c'était de confirmer que la posture puis la respiration jouaient un rôle important dans l'évacuation du stress et de l'anxiété que les patients vivent là, tout au long de leur trajectoire de soins. Oui, parce que tu vas respirer de façon plus à l'aise. Donc, parce que quand on est dans une position stressante, on respire n'importe comment. Des petites respirations, puis à un moment donné, comme j'ai démontré tantôt, un gros soupir. Ce que les pneumologues appellent souvent l'hyperventilation chronique. Donc, on peut, pour améliorer la qualité de sommeil, avant de s'endormir, prendre le temps de respirer. C'est facile, coucher sur le dos, un petit 3 minutes, juste inspire par le ventre, expire. Ça aide pour le sommeil après. On a une question parce que justement, on a parlé de posture, de respiration, qualité du sommeil. Il y a des hommes qui, avec le cancer de la prostate, là, quand on parle de traitement standard, vont avoir ce qu'on appelle la chirurgie radicale, la prostatectomie radicale. Et puis, pour certains, ils ont des craintes à recommencer l'exercice. Alors, la question ne spécifie pas nécessairement quelles sont les craintes ici, mais est-ce que c'est une crainte de retarder la guérison? Est-ce que c'est une crainte finalement de rendre des effets secondaires encore plus importants? À titre d'exemple, si on fait du vélo trop rapidement, est-ce que ça peut empêcher la guérison? Disons qu'il y a une crainte qui est là, puis il y a un manque de motivation. En fait, on est peut-être motivé, mais on craint, ou bien on ne craint pas, mais on n'est pas motivé non plus après la chirurgie. C'est quoi ton expérience avec les gens qui ont eu le cancer, qui ont choisi la chirurgie, puis qui après ça ont décidé
pas longtemps après, là, de commencer un programme d'exercice. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que... Oui, mais il faut commencer doucement. Et puis, il faut commencer par une bonne évaluation. Parce que ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. De faire une bonne évaluation chez un kinésiologue accrédité pour savoir à quelle intensité, parce qu'on parlait tantôt de l'activité physique, l'intensité, la quantité. L'intensité, c'est important, oui, en effet, parce que avant de faire une évaluation, il n'y a aucun danger à être un tant soit peu essoufflé. Puis ça, c'est le meilleur indicateur d'intensité. Si vous n'êtes pas essoufflé, c'est parce que c'est vraiment mollo. Sur une échelle de 1 à 10, 1, je suis assis sur la chaise. 10, j'en peux plus. Bien là, l'essoufflement va venir où? Chez certaines personnes, ça peut être à 3 sur 10. Chez une autre personne, il va commencer à être essoufflé à 8. Il y a des gens qu'on voit courir, puis ils parlent. Il y en a d'autres qui ont de la misère à parler quand ils marchent. Alors, ça, c'est vraiment individualisé, l'essoufflement. Si vous vous sentez essoufflé, c'est correct, mais pas trop. C'est juste un peu essoufflé. Puis ça fonctionne bien, Marie-Christine, chez les gens qui ont eu l'ablation de la prostate. Oui, puis je sais, là, étant donné qu'on fait affaire avec des urologues, justement, là, on a un comité d'urologues. On a tout révisé le contenu de notre site web dernièrement. Puis on posait la question aux urologues. Alors, à quelle vitesse on peut reprendre nos activités physiques après une chirurgie? Puis il est clair que tout ce qui est la convalescence, normalement, c'est entre 4 et 6 semaines lorsqu'on parle de guérison, ouais. là, d'une part. Alors, toute activité qui est douce, il n'y a aucun problème. Certainement, si vous êtes anxieux ou stressé, là, vous pouvez y aller déjà avec la posture, la respiration, puis la marche. Mais quand on parle d'activité un petit peu plus rigoureuse, ça veut dire retourner, là, que ce soit sur le vélo, que ce soit de faire de l'équitation, que ce soit de lever des objets très lourds, donc un travail manuel. Les urologues préfèrent normalement donner le feu vert. Ils connaissent vraiment votre situation, ils connaissent vraiment... ils savent comment s'est déroulée la chirurgie, ils savent où vous en êtes rendu dans votre convalescence. Mais ça, c'est une discussion à avoir. Normalement, vous allez le voir à peu près là, 4 semaines à 6 semaines après la chirurgie, vous voyez votre urologue. Mais là, vous posez la question à ce moment-là. S'il y a des fuites urinaires, parce qu'il y a souvent Oui, ça peut arriver. Ça, à ce moment-là, vous pouvez également en discuter. Une des questions, c'est justement, quand on a des fuites urinaires et qu'on fait de l'exercice, souvent après la chirurgie, ben, c'est des fuites à l'effort. Ouais. Est-ce que toi, Denis, dans ton expérience, tu as eu à faire affaire avec des hommes qui avaient ce problème-là, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour y pallier, pour être en mesure au moins de bouger un peu plus? Ouais, généralement, les chirurgiens vont donner ce qu'on appelle les exercices de Kegel, de renforcement du plancher pelvien. Mais ce que je suggère aux gens, c'est que s'ils ont peur d'avoir des fuites urinaires, au lieu de partir en ligne droite, marcher, partez de la maison, faites une boucle. Et puis, si on a un problème, on peut revenir à la maison. Alors, tandis que quand on est déjà trop loin, il faut revenir. Ça, c'est moins... c'est moche. Pour ce qui est de la pratique du vélo, il existe des selles qu'on appelle les Moon Saddle. C'est une selle qui est faite comme un croissant de lune et qui n'a aucun contact avec le périnée lorsqu'on est assis sur le vélo. Je l'ai testé, puis je l'ai testé auprès de plusieurs personnes ayant eu une chirurgie à la prostate. Puis vraiment, c'est extraordinaire parce que le vélo, c'est une activité extraordinaire, donc il ne faut pas s'en passer. OK. Une autre des questions qui étaient posées, c'est on peut-tu regarder l'avantage
En fait, quand on rencontre un kinou comme toi, qu'on développe un plan, est-ce qu'on peut avoir le loisir de mettre en place ce plan-là à la maison ou est-ce qu'on est obligé d'aller dans un gym pour le faire? J'aime la question parce que, écoute, premièrement, là, on ne se le cachera pas, c'est assez rare les gens qui ont la motivation pour faire des exercices à la maison. Il y a énormément de gens qui ont des tapis roulants elliptiques, vélos stationnaires à la maison, puis ça ramasse la poussière plus que d'autres choses. Le déplacement est important. Il y en a, par contre, ça ne leur tente pas de se retrouver dans un gym. Correct. Mais si vous avez la motivation de le faire, encore là, la routine va être importante. Tous les matins, je me lève, ou 3 fois par semaine, je me lève, et puis je m'en vais faire mon activité physique dans le sous-sol ou dans une pièce. Mais honnêtement, c'est la minorité des gens qui vont réussir à faire ça. Le déplacement, c'est important. Puis quand il faut trouver le bon endroit, si vous allez dans un endroit où, exemple, vous avez 65 ans, et puis vous vous retrouvez dans un endroit où c'est juste des jeunes de 30 ans et moins, ça ne vous tentera peut-être pas. Alors, il faut trouver le bon endroit également. Une autre question, est-ce qu'on peut revenir sur la notion du NEAT versus l'exercice, exemple, 3 fois semaine? Quand on parle du NEAT, on parle de bouger régulièrement là, versus finalement pas bouger, puis peut-être aller au gym ou marcher 3 fois semaine ou peu importe. Mais quand on parle de bouger dans la notion du NEAT régulièrement, on peut-tu avoir des exemples, puis on parle de quelle intensité? OK. L'intensité, selon les recherches, n'a pas tant d'importance. Dans le cas du NEAT, l'important, c'est de bouger de façon régulière et très souvent. On n'est pas obligé toujours de prendre l'auto pour aller à l'épicerie qui est à 1,5 km, aller à la bibliothèque qui est à 2 km. C'est un prétexte. Il y en a qui prennent l'auto pour toutes sortes de raisons. Si vous avez le temps, utilisez, marchez, déplacez-vous. Comme je disais tantôt, si vous avez une maison, profitez-en. La cour, il faut qu'elle soit propre, propre, propre. Et puis, le gazon, tout beau, beau, beau. Fait que là, mais l'hiver, c'est plus difficile. On pèle? On pèle. On pèle doucement, prudemment, s'il vous plaît. Et puis, l'important, là, c'est... L'intensité, ça a peu d'importance. L'important, c'est de bouger le plus souvent possible. L'aspirateur, laver les planchers, le pelleter, ramasser les feuilles, aller à la bibliothèque, comme je dis, même quitte à aller prendre un café, mais pas obligé de prendre l'auto tout le temps. Ça me fait penser, mon père, même lorsqu'il était d'un âge très avancé, prenait toujours le temps d'aller marcher au centre commercial. Et premièrement, il trouvait ça plus sécuritaire. L'été, c'était dans un environnement climatisé. L'hiver, c'était chauffé. Et puis, il était tranquille. Puis, il marchait toujours un 7-8 km par jour. Alors, c'était wow, c'était fameux. Fait qu'il lui, il avait trouvé la solution qui lui plaisait. OK. J'ai une autre question. Le vélo, est-ce que c'est sécuritaire? En fait, il y a toute la notion de la posture, l'intensité, le siège. En d'autres mots, est-ce que c'est pour un kinésiologue, c'est quoi ta vision du vélo? Le vélo, c'est une activité réellement extraordinaire parce que c'est, je dirais, la seule activité où c'est ludique. Tu peux voir les petits oiseaux, les fleurs, tu peux aller à toutes sortes d'endroits. Et puis, c'est sécuritaire, ça dépend où tu vas. Naturellement, on choisit les endroits. Et puis, pour ce qui est de la posture sur le vélo, il faut que le vélo soit bien ajusté. C'est vraiment important.
J'ai vu des gens où la selle était beaucoup trop reculée, trop avancée, le guidon trop bas pour leur souplesse, en fonction de la souplesse du bas du dos, ou le guidon trop haut, toutes sortes de mauvais ajustements. Même chose avec la selle, tantôt dont je parlais, la Moon Saddle, qui est faite comme en croissant de lune. Ça, c'est fameux pour aucune pression. Puis en plus, c'est la seule activité où tu peux pédaler, arrêter de pédaler, puis tu avances quand même. C'est merveilleux. Mais on dépense moins d'énergie dans ce temps-là. Mais pour ce qui est de l'intensité, encore là, on y va avec l'essoufflement. Si on est un petit peu essoufflé, parfait. Mais on peut prendre des pauses. C'est ça qui est intéressant. Puis on prend l'air en plus. Mettez de la crème solaire. Puis portez un casque. Portez un casque. Oui. Oui. Je connais beaucoup de gens qui ne seraient pas en vie s'il n'y avait pas eu de casque. L'argument que certaines personnes vont dire, c'est « Ah, ben, je ne vais pas vite, moi. » ou « Je ne m'en vais pas loin. » Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui tombent en allant à 4 km/h, puis pouf, cogne la tête, commotion cérébrale. On a assez de troubles comme ça, on n'en veut pas de plus. Qu'est-ce que tu dis aux gens? On est vraiment dans la période, là, bon, c'est pas juste une question d'être avant les fêtes, là, mais on est dans la période qu'on appelle le cocooning, dans le sens où on sort pas. C'est pas l'été, on tombe pas notre gazon. Disons que les froids s'en viennent en plus de ça, la neige. Alors, puis pour certaines personnes, pour certaines personnes, c'est une belle période, ceux qui font du ski, etc. Mais il y en a beaucoup ici, là, surtout quand on parle de cancer, on parle de l'après-cancer, on parle d'après-traitement. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, justement, là, pour qu'ils passent à travers tout ça d'une façon sereine, là, avec un bien-être? Si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est vrai que l'hiver, c'est tentant de regarder par la fenêtre puis dire « Oh! » Puis là, tu regardes la température, il fait moins 12. Hein? Ça me tente moins. Mais il ne faut pas, en lien avec le thème, il ne faut pas stresser avec ça. C'est pas parce qu'on n'y va pas, ici même aujourd'hui, à l'extérieur marché, qu'il faut se culpabiliser. C'est pour ça que tantôt, je disais que peut-être que l'option court en groupe pour se déplacer ou d'être avec d'autres personnes, puis aller dans un endroit pour faire de l'activité physique, mais à l'intérieur, ça pourrait être intéressant. Je ne parle pas de tennis, là, qui est quand même assez intense, mais une activité qui va être plaisante, qu'on peut faire à l'intérieur. Il y a des municipalités qui offrent la possibilité de faire ils donnent des cours en groupe. Mais là, si vous avez vu un kinésiologue, vous avez demandé, d'après toi, est-ce que je peux faire ça? Bien là, vous allez avoir l'heure juste, puis vous pouvez parler à votre médecin à ce moment-là. Mais effectivement, ça peut être tentant de rester à la maison, mais il faut quand même sortir. Je sais que tu fais une planification là, pour des personnes qui sont atteintes de cancer. Tu travailles avec la Fondation québécoise du cancer. Les gens qui nous écoutent et qui sont dans la région de Montréal, parce que Denis est de la région de Montréal, il n'est pas de la région de Québec, là, mais on va redonner le site où vous pouvez finalement aller voir s'il n'y en a pas un dans votre région. Alors, ceux qui sont de la région de Montréal, est-ce qu'ils peuvent faire affaire avec toi directement? Est-ce qu'ils doivent contacter la Fondation québécoise du cancer ou ils passent par... Oui, en fait, pour me consulter, c'est un service gratuit offert par la Fondation. C'est à Montréal, sur la rue de Champlain. Mais si vous ne pouvez pas vous présenter à cet endroit, il faudrait me contacter au centre à Laval. Et puis, encore là, ça dépend toujours de la distance en fonction de votre domicile. Mais oui, effectivement, il y a possibilité. Est-ce que tu parlais d'un plan. Ben oui, là, à ce moment-là, je peux préparer un plan, mais on commence
par changer des petites habitudes. Puis si on est capable de, comme je disais plus tôt, si on est capable de changer quelque chose puis le maintenir pendant 2 semaines, bien là, OK, on peut changer une autre chose et ainsi de suite. Mais suite à une évaluation, si c'est nécessaire, ça peut être une évaluation sur tapis roulant ou ça peut être tout simplement une évaluation posturale. On a terminé, en fait. Il est déjà rendu... Passe vite, hein? Ça passe vite! Alors, on va terminer la période... On ferme la période de questions, finalement. Je pense que, d'une part, merci beaucoup, Denis. C'était extrêmement intéressant. Il est certain que le webinaire, d'abord, il est disponible déjà sur notre page Facebook parce qu'on était en Facebook Live. Il va être disponible sur notre site, notre chaîne YouTube qui appartient à Procure. La présentation, je vais la rendre disponible par le biais de notre chaîne YouTube puis également article blog. Si vous êtes encore en ligne avec nous, il y a un bouton à la droite de votre écran qui est un sondage en ligne finalement qui prend à peu près 30 secondes à compléter. Si vous pouviez aller le compléter, ce serait vraiment intéressant. Dans la présentation que je vais partager avec vous, vous allez voir, il y a une section idées cadeaux. Alors, c'est tous des cadeaux là, qui pourraient amener une certaine motivation. Évidemment, le nœud papillon est également une très bonne idée cadeau. Vous allez sur neuvente.ca si jamais vous voulez vous en procurer là, pour le temps des fêtes, puis remettre ça aux membres de votre famille, à vos amis. Mais comme je vous dis, là, il y a quand même une belle section là-dessus. C'est pourquoi, d'ici le début de la semaine prochaine, là, je vais rendre cette présentation-là disponible. Alors, encore une fois, j'aimerais vous remercier. C'est un rendez-vous en 2020. Donc, début de l'année, vous allez recevoir de l'information pour notre prochain webinaire. Sur ça, on vous souhaite de joyeuses fêtes et puis vraiment là, une très, très belle année tout en santé. Merci infiniment.